Eh bien voilà, il est 21 heures, donc on va commencer. Donc bienvenue à la première de ce qui va être une série de 4 présentations en direct sur le marmotte et merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpine Col. Alpine Col, en fait, c'est une société française. Nous sommes un groupe d'entraîneurs cyclistes, dont 4 Français, un Néo-Zélandais français et moi-même, je suis anglo-français. Nous sommes basés dans les Alpes et bien entendu, nous sommes tous passionnés du cyclisme sur route et surtout des cyclos et des grands fondos dont le marmotte est bien notre préféré. Alors, je vais vous maintenant partager mon écran avec vous pour le reste de cette demi-heure afin de faire la présentation. Donc, juste un petit instant que je fasse ça. Voilà. Voilà, donc on y va. Donc cette première présentation concerne surtout les lignes directrices pour votre plan d'entraînement personnel. La présentation va durer une petite demi-heure et sera enregistrée et disponible en replay. Donc si vous voulez le réécouter, c'est facile. Je crains que malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps de répondre aux questions quand je dois enchaîner sur la présentation en anglais tout de suite après. Mais surtout, n'hésitez pas à me les envoyer par email à info@alpincol.com. Je répondrai à tout le monde dès que possible. Donc voilà, on enchaîne. Donc voici vous le savez déjà, les 4 présentations. Les 3 qui resteront après ce soir sont beaucoup plus proches de l'épreuve. Avec en mai d'abord une présentation du nouveau parcours le 6 mai et ensuite un focus sur l'ultra-fondo le 13 mai. Et la dernière présentation aura lieu le 3 juin avec comment réussir au mieux votre marmotte. Donc voilà mon adresse mail si vous avez envie de m'envoyer des questions. Alors, donc, avant de parler du plan d'entraînement, il faut juste passer en revue de quoi il s'agit en fait cette épreuve. C'est la Marmotte Alpes, c'est bien la plus connue, c'est la plus ancienne et la plus difficile des cyclosportives françaises. Et en raison de sa difficulté, de la réputation iconique de ces cols, que ce soit le Glandon dans les parcours normaux, le Quad Fer cette année, le col du Télégraphe, le col du Galibier et l'Alpe d'Huez, bien entendu, tous les cyclistes rêvent d'affronter ça au moins une fois dans leur vie. Et terminer la marmotte, ce n'est pas donné, c'est un véritable exploit dont on peut être fier. Chaque année, plusieurs centaines de coureurs abandonnent et davantage encore si le temps est mauvais, en fait. Donc, ce parcours, il y a 4 montées majeures, il y a 2 longues descentes et 2 vallées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pentes sont plutôt régulières. Et dernière petite particularité de ce parcours, c'est que la descente de la Quad Fer, donc la première descente, n'est pas chronométrée. Alors, que faut-il pour réussir? Quelles sont les caractéristiques, quels sont les besoins qu'il y a un coureur pour bien réussir cette épreuve? Cette question n'a pas beaucoup de sens, sauf dans le contexte de vos objectifs. Alors, je vais commencer donc par présenter des objectifs alternatifs et on va examiner cela. Donc, quels pourraient être vos objectifs? De gagner, peut-être, mais il y a un très petit nombre de personnes qui peuvent vraiment prétendre à gagner la marmotte. Il y a peut-être 10, 15 au grand maximum sur la ligne de départ qui peuvent espérer gagner. Peut-être... excusez-moi, alors, petit souci. Voilà. La plupart des personnes, peut-être 50 à 60%, veulent juste finir, plutôt visent un meilleur résultat personnel, un record personnel. Et je dirais que c'est certainement la majorité. Les autres veulent juste te finir
Et il n'y a absolument pas d'honte à ça. Déjà, comme je viens de le dire, être finisher de la marmotte, c'est déjà un défi en soi. Encore, y prendre plaisir et profiter de la journée, c'est un très bel objectif aussi. Donc voilà 4 objectifs possibles. Et dans cette présentation, je me concentrerai surtout sur les 3 derniers objectifs. Pour terminer la course, bien sûr, mais idéalement avec une meilleure temps personnel et en y prenant plaisir. Alors, pour ce faire, il faut être bien préparé et dans la forme de sa vie pour le jour J. Regardons dans juste un peu plus de détails quelles sont les exigences de ce parcours avant qu'on aille dans le détail du plan d'entraînement. Il y a d'abord toute une série d'exigences physiologiques, dont les plus importants sont le rapport poids-puissance qui doit être élevé pour bien réussir une épreuve qui est aussi montagneuse que la marmotte. Donc, un bon rapport poids-puissance. Le deuxième, c'est sans aucun doute, c'est une excellente endurance aérobie, une capacité de faire un temps de course long qui peut durer jusqu'à 14 heures pour les dernières personnes à finir, dont plusieurs longues montées. Aussi, il y a des exigences psychologiques qui ne sont pas les moindres. Il faut pouvoir rester concentré et motivé sur les longues montées, qui devient extrêmement dur, extrêmement difficile. Donc, il y a une épreuve tout autant psychologique que physiologique. Il faut pouvoir rester positif et faire face aux inévitables moments difficiles et les pensées négatives qui arrivent lors de l'épreuve. Il y a des exigences techniques aussi, dont les plus importantes sont une excellente capacité à grimper sur des distances longues et sur des pourcentages variés, et une excellente technique en descente et dans les virages. Il y a quasiment autant de descentes qu'il y a de montées, bon, un peu moins parce qu'on ne redescend pas de l'Alpe d'Huez, bien sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup de descentes. Enfin, des exigences tactiques, dont le plus important pour ceux qui jouent par la gagne sont la capacité à identifier quand on peut rouler fort et quand il faut économiser son énergie, surtout sur les longues montées. Donc voilà pour l'essentiel des exigences. Vous trouverez plus de détails de ces exigences dans mon analyse qui est disponible sur le site de la marmotte. Donc maintenant, on va regarder le plan d'entraînement personnel. Suite à l'analyse des exigences, il devrait être évident maintenant que le meilleur plan d'entraînement pour vous est celui qui a été conçu en tenant compte de vos forces, de vos faiblesses, de vos objectifs, de votre contexte personnel et de vos contraintes, etc., et qui est par ailleurs constamment adapté à vos besoins lorsqu'il change au cours de la préparation, comme c'est toujours le cas. Donc, il n'y a pas un seul plan d'entraînement qui convient même quasiment à 2 personnes. Chaque personne dans ce sas de départ de la marmotte là est un individu. Et ils auraient tous suivi des plans, enfin en tout cas, ils auraient dû tous suivre des plans d'entraînement individualisés. Une personne qui est susceptible de terminer dans les top 500 ou en moins de 7h, 7h15 a besoin d'un plan très différent que celui qui mettra 10 à 12 heures pour terminer. C'est absolument pas la même course. Plus on se rapproche des premières, plus cela ressemble à une véritable course. Plus on se rapproche des derniers, plus ça ressemble, c'est vraiment une pure épreuve d'endurance. Et l'entraînement n'est pas le même. Donc, un plan générique risque fort de ne pas être optimal, voire carrément inutile. Et c'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas. Donc, ce qu'on vous propose, par contre, c'est un cadre et des recommandations que vous devrez adopter et adapter selon vos besoins. Et notre objectif, c'est de vous donner les moyens de bien réfléchir au processus de l'entraînement et de prendre la responsabilité de votre propre préparation. En fait. Donc voilà, les principes de ce plan, c'est d'abord de construire une base aérobie qui soit vraiment solide, de sorte que vous puissiez rouler fort pendant plusieurs heures sans baisse de régime significative.
Alors, pour ce faire, nous vous recommandons de vous entraîner surtout dans les zones d'intensité faible, les intensités I1, I2, en dessous du seuil aérobie. Donc, pour donner une idée, c'est aux alentours de 70 à 75% du seuil anaérobie ou du FTP, si vous voulez, ou de la FC max, de votre fréquence cardiaque max. L'entraînement à cette faible intensité permet de s'adapter, donc ça crée toutes les adaptations dans les muscles, tout en limitant la fatigue. Deuxième principe, c'est de grimper autant que possible. Évidemment, la marmotte, c'est une épreuve extrêmement montagneuse. Donc, faites ça autant que possible, toujours à faible intensité, enfin toujours, en tout cas au début de l'entraînement, toujours à faible intensité. Si vous attaquez toutes les montées lors de vos sorties d'entraînement aussi fort que possible, vous augmenterez beaucoup votre fatigue sans réel bénéfice. Ensuite, troisième principe, c'est développer votre PMA, votre puissance maximale aérobie, pour pouvoir revenir sur un groupe et pour grimper les bosses et pour rester avec les meilleurs, enfin les gens qui sont peut-être un tout petit peu mieux que vous. Le PMA est plus important pour un coureur dans le premier quart de la course que dans le dernier quart. Je dirais pour quelqu'un dans le dernier quart de la course qui va terminer en 12-10 heures, ça n'a presque pas d'importance. En fait, ce n'est pas la peine de passer trop de temps sur le PMA. C'est beaucoup plus important de développer le base aérobie et l'endurance de base, quoi. Le quatrième principe, c'est d'augmenter progressivement la charge tout au long des 6 prochains mois. Puis récupérer par cycle de 4 semaines qui sont 3 semaines intenses, enfin relativement intenses, suivies d'1 semaine de récupération active. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous devenez plus fort. L'intérêt de l'entraînement, c'est de devenir plus fort, évidemment. Bon, lorsqu'on s'entraîne, on se rend plus faible parce qu'on est en train d'endommager ses muscles. Et on devient plus fort uniquement lorsqu'on récupère. Donc, ce cycle, 3 semaines de charge et 1 semaine de décharge, 1 semaine de récupération, est essentiel, en fait, pour devenir plus fort. Voilà, les semaines de récup sont indispensables, comme je viens de le dire. Sixième principe, c'est de travailler vos points forts et vos points faibles. Vous pouvez les identifier à partir des exigences de l'épreuve, en fait. Et les points faibles doivent être travaillés pour ne pas être réellement faibles. Et les points forts, a priori, c'est les points qui vous aideront à réussir la course au mieux. Et enfin, améliorer vos compétences techniques. C'est une course qui est longue, et la moindre faiblesse technique va payer cash, va payer en minutes, voire en heures de défaillance à la fin. Donc, le plan d'entraînement, il se compose de 3 phases d'ici l'épreuve fin juin. La première phase, c'est une phase que l'on appelle préparation. Phase ou période, hein, si vous préférez, vous pouvez appeler ça une période. La deuxième période ou phase, c'est la phase de pré-compétition. Donc ça va, la phase de préparation, c'est maintenant jusqu'au mi-mars. De mi-mars au mi-juin, c'est la période de pré-compétition. Et puis la période de compétition, c'est les 2 semaines avant l'épreuve et bien entendu l'épreuve. Donc ça, c'est le mi-mars le mi-juin au 27 juin. Alors là, vous voyez à l'écran notre cadre du plan d'entraînement. Donc, c'est vraiment un cadre, ce n'est pas un plan d'entraînement hyper détaillé. Vous pouvez télécharger ça depuis le site internet de la Marmotte. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est sous la rubrique Info pratique. Ou sinon, n'hésitez pas à vous m'envoyer une demande, je vous l'enverrai par mail. Alors, je vous montre ça maintenant pour que vous voyez là les périodes, les phases dans la 3e colonne, préparation, pré-compétition et compétition. Vous voyez aussi, là, chaque phase est maintenant scindée en 3 parties qui sont ce qu'on appelle ces cycles méso, les mésocycles en anglais. Et ça, c'est les cycles où on fait 3 semaines où la charge augmente. Ce courbe-là monte la charge. Donc, la charge augmente pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, on la baisse significativement.
significativement, pardon. Ensuite, on augmente la charge de nouveau et on baisse pour la semaine de récup. On l'augmente encore et on baisse pour la semaine de récup, donc tout au long. Alors, je ne vais pas commenter le plan point par point, mais juste mettre en évidence ici la structure. Cette page vous indique sur quoi vous devez vous concentrer pendant chaque période, donc c'est l'objectif de l'entraînement qui est là, et le raisonnement, donc le pourquoi. Pourquoi c'est intéressant de faire ce qui est ici. Juste un mot pour les plus anciens. Si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mésocycles. Ici, c'est sur 4 semaines. Ça peut être mieux de les faire sur 3 semaines, comprenant 2 semaines de charge et 1 semaine de récup, puisque à partir de 50 ans, souvent, on a un peu plus du mal à récupérer. On a besoin de plus de récupération, en fait. Alors, la deuxième page du cadre du plan d'entraînement, c'est celle-ci, avec les semaines type. Donc, semaine type ici, semaine à volume élevé, semaine de récupération, et des propositions de séances. Voilà, donc comme je dis, vous trouverez tout ça sur le site Internet. Alors maintenant, on va quand même entrer un petit peu dans le détail. Donc, pour la première période, la période de préparation, période de maintenant jusqu'à mi-mars, quels sont les objectifs? Alors, les objectifs de cette première période, c'est d'abord d'habituer votre corps à s'entraîner entre 8 à 12 heures par semaine, donc habituer votre corps à la charge, et de construire une base aérobie solide. Ensuite, développer votre PMA, votre puissance maximale aérobie. Ça, c'est surtout important si vous êtes parmi les coureurs les plus rapides. Et quatrième objectif, c'est d'améliorer vos compétences techniques, par exemple en descente ou dans les virages. Et ce besoin s'applique à tout le monde, mais d'autant plus s'il s'agit d'une faiblesse. Alors, quoi faire exactement pendant cette période de préparation? Sur le vélo d'abord. Il y a une partie sur le vélo et une partie en plus du vélo. Donc d'abord sur le vélo, la première chose à faire, c'est de faire une progression de sortie qui progresse jusqu'à 5 à 6 heures, toujours à cette intensité assez faible, l'intensité endurance I2. Alors ça veut dire que votre fréquence cardiaque ne devrait jamais dépasser 70-75% maximum de votre fréquence cardiaque maximum. Vous devriez être capable de parler sans aucun problème pendant la sortie. Alors, c'est vrai que le ressenti devient de plus en plus dur avec la durée. Donc, une sortie à intensité I2 pendant 2 heures, ça semble extrêmement facile. À 6 heures, ce n'est plus très facile. Vous allez certainement le sentir. Mais j'insiste, les sorties doivent être lentes, en fait. C'est bien la qualité la plus importante que vous devez acquérir. Et donc, je propose que vous consacriez 80% de votre entraînement là-dessous. Grimpez autant que possible, mais toujours à faible intensité. Faites une séance d'intervalle par semaine pour le PMA. Ça peut être de multiples efforts de 4 à 8 minutes. Initialement à I3, donc bien en dessous le seuil, mais augmentant progressivement en intensité jusqu'à I5, donc juste au-dessus le seuil, donc approchant les PMA. Ou éventuellement des efforts courts de 1 à 2 minutes, un peu plus forts. Donc nous vous conseillons à cette époque de l'année de faire la plupart de ces efforts à basse cadence, en intervalle. Pas plus d'une fois par semaine. Au travail des faiblesses techniques, par exemple descendre, virer, etc. Et profiter de toutes les occasions qui se présentent lors de vos sorties pour vous y entraîner. Si vous n'êtes pas habile en descente, ça vaut la peine d'envisager quand même un stage d'entraînement à la montagne avec des coachs qualifiés qui peuvent vraiment vous aider à apprendre. Alors, la préparation en plus du vélo. Il s'agit peut-être d'un type de préparation auquel vous n'êtes pas très coutumier. Cependant, ça peut vraiment faire une différence importante. Pour aller plus vite sur le vélo, il faut pousser plus fort sur les pédales, en fait. Ce qui signifie qu'il faut développer d'une part les muscles des jambes et d'autre part les muscles impliqués dans le gainage pour stabiliser, diriger cette force. Et la meilleure manière de renforcer ces muscles est hors du vélo.
en utilisant des exercices appropriés et une bonne technique. Donc, je vous propose de faire quelques séances, 2 séances par semaine de préparation physique avec un préparateur physique qui sait de quoi il parle pour développer la force. Si vous êtes novice, vraiment faites preuve de prudence pour limiter le risque de blessure. Et je parle en connaissance de cause. Je me suis blessé en faisant le renforcement musculaire à cause de mauvaises techniques. Donc, le but de ce début d'année, c'est vraiment d'augmenter votre force musculaire. Faites aussi des séances de souplesse et étirement, 2 à 3 séances de 20 minutes ou 30 minutes par semaine. Là, c'est les pilates ou le yoga qui sont extrêmement bénéfiques. Et encore une fois, l'apprentissage d'une technique correcte est essentiel. Encore une fois, pour des soucis de blessure. Donc, choisissez un praticien qui connaît bien le cyclisme et qui ne prend en charge que des petits groupes, ou mieux encore des individus, parce que sinon, vous n'êtes pas bien suivi. Alors, ça peut être intéressant de compléter occasionnellement avec d'autres sports, la course à pied, natation ou simplement la marche à pied. C'est bon si le vélo est votre seul sport, c'est pas terrible en fait pour la santé globale de votre corps. On passe maintenant à la période pré-compétition, donc c'est la période qui va de la mi-mars à la mi-juin. Les principaux objectifs durant cette phase, c'est d'augmenter la charge d'entraînement, c'est d'augmenter votre base aérobie, et c'est renforcer votre base aérobie, je devrais dire, c'est d'augmenter votre capacité à grimper au seuil maintenant, et renforcer votre capacité à tenir le rythme de la course. Comment faire? Donc, sur le vélo, dans un premier temps, l'endurance aérobie, donc c'est une progression là vers des sorties qui deviennent de plus en plus longues, 8 jusqu'à 9 heures, toujours à intensité faible, avec autant de dénivelé que possible. Alors, malheureusement, c'est difficile à faire ces sorties avec d'autres personnes parce qu'il y a vraiment, c'est difficile à trouver quelqu'un qui est prêt à faire ça avec vous à intensité faible, mais si vous pouvez le trouver, tant mieux. Il faut faire attention aux sorties club parce que souvent l'intensité est trop élevée. Alors, faites une fois par semaine une sortie avec de multiples efforts de 10 à 30 minutes au seuil pour renforcer votre capacité à grimper un peu plus vite. 1 ou 2 fois par mois, à partir du mois de mai, vous pouvez faire un cyclo ou des sorties club, parce que l'objectif là, c'est d'aiguiser vos réflexes et de vous réhabituer au rythme de la course. Alors, surtout, récupérez. N'oubliez pas que c'est là où vous devenez plus fort. Et plus les semaines les plus dures sont dures, plus les semaines faciles doivent être faciles. Profitez aussi de vos sorties longues pour tester la nutrition, l'hydratation et l'équipement que vous pensez utiliser le jour de la course. Ce n'est pas du tout une bonne idée d'utiliser quelque chose non testé le jour de la course. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Alors, en plus du vélo, l'objectif n'est plus de développer la force, mais c'est quand même de l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, malgré tout le vélo que vous faites, la force pure dans les jambes va diminuer si vous ne l'entretenez pas avec des exercices en salle. Donc, n'hésitez pas de continuer à faire ça. Même chose pour la souplesse et les étirements, bien sûr. Les activités complémentaires, c'est bon à les continuer. Il est important de maximiser votre sommeil parce que ça, c'est essentiel pour la récupération et veiller à une alimentation de qualité. La période de compétition. Cela couvre donc les 2 à 3 dernières semaines avant l'événement. Et l'objectif principal ici, d'éliminer la fatigue sans perdre la forme. Le but, évidemment, étant d'arriver sur la ligne de départ en meilleure forme que jamais,
mais aussi très frais et donc capable de tenir la distance. Donc, éliminer la fatigue et maintenir la condition physique. Comment faire? Eh bien, sur le vélo, il faut réduire le volume d'entraînement par de l'ordre de 50% et limiter l'intensité. Mais ne l'éliminez pas complètement. Donc, vous gardez un peu d'intensité, mais c'est limité. Idéalement, essayez d'arriver à l'Alpe d'Huez 2 ou 3 jours avant le départ et faites quelques petites balades à ce moment-là pour faire tourner les jambes, mais sans grand effort. En plus du vélo, alors j'ai mis une belle photo de la plage pour symboliser le fait qu'il faut se reposer, parce que ici, le besoin de sommeil, d'une alimentation de qualité, de minimum de stress, c'est encore plus crucial pendant la période d'affûtage. Donc, mieux vous prévoyez de bien dormir, de bien manger, d'éviter le stress, mieux vous vous porterez. Voilà, l'essentiel. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Le soutien d'Alpine Calls que nous proposons, c'est n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je répondrai dans la mesure de mes possibilités. Vous pouvez, si ça vous intéresse d'assister à l'un de nos stages, vous pouvez aller voir sur alpinecall.com pour ce qu'il y a. Nous avons notamment un stage à La Clusaz au mois de juin qui est justement prévu pour les grands fondos et notamment pour la marmotte. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi souscrire un contrat de coaching pour bénéficier d'un suivi vraiment individuel et d'un plan totalement individualisé. Contactez-nous si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté. J'espère que ça vous a été utile et je vous remercie de votre temps. Bonne soirée à tous et à bientôt, j'espère.